rester sur le chapitre 4 parce que c'est le chapitre qui parle de cette partie-là. Après, on va voir la notion ou l'approche par les risques. Et cette notion des approches par risque qu'on trouve sur le chapitre 8, on le trouve sur le chapitre 6 aussi. Donc, on va traiter l'approche risque, mais en tenant en considération les différents endroits dans la norme où cette approche risque il est mentionné. On passe après, bien sûr, au chapitre 5 qui est le leadership. Donc, le leadership, il est bien clair, il est bien défini sur le chapitre 5. Et après, donc, tout ce qui est management processus, qu'on le trouve sur le chapitre 4 et aussi sur le chapitre 6. Sécurité de produits sur le chapitre 4. Mesure de la performance entre le chapitre 7, 8 et 9. Les ressources, ou plutôt les supports sur le chapitre 7. La maîtrise des prestataires externes, et avec où on trouve le détail sur les deux paragraphes 8.4, 8.5. Maîtrise des modifications, et là, ce point-là, on le trouve sur le chapitre 6, sur le paragraphe 8.2.4, 8.3.6 et 8.5.6. Et le dernier point, c'est la production V-série et retour client. Et là, on va faire un petit focus sur, on veut dire, la partie opérationnelle qui est la partie terrain, et tout en balayant les différentes exigences entre le chapitre 8, 9 et 10. C'est bon? On commence? Oui, on commence على بركة الله. Alors, commençons par la partie enjeu, partie intéressée et domaine d'application système management. Donc là, par rapport à ce point-là, donc le point de départ ou le point clé pour réussir le système de management qualité de l'entreprise, c'est de définir clairement les données d'entrée. Donc la définition de données d'entrée, elle est en relation avec le contexte de l'entreprise. D'accord? Donc la première des choses, il faut définir clairement le contexte de l'entreprise. C'est quoi cette entreprise? Dans quel cadre? C'est quoi la vision derrière? Et ainsi de suite. Et là, on se base sur quels sont les éléments internes et externes qui impactent le système de management qualité. Je ne sais pas, savoir l'entreprise, elle est située, par exemple, je dis n'importe quoi, elle est située dans une zone franche, l'entreprise elle est dans une ville ou dans une région où la main-d'œuvre elle est limitée, la compétitivité derrière, le principe, cette entreprise elle est mise pour accompagner un autre client qui est à côté ou autre chose. Donc, il faut tenir en considération ce contexte qui est très important. Le deuxième point, c'est les parties intéressées et les besoins et les attentes des parties intéressées pertinentes. Et quand on parle des parties intéressées, c'est la même chose, c'est la même notion de l'ISO 9001. On parle de tous les parties intéressées où il y a une interaction entre les parties intéressées et l'organisme concerné. Donc, une fois on arrive à définir clairement le contexte et on définit quelles sont les parties intéressées et les besoins de ces parties intéressées, systématiquement, ça nous permet de déterminer le domaine d'application du système de management qualité. Et là, on passe du chapitre 4.1, 4.2, les deux paragraphes, vers le paragraphe 4.3. Et aussi de définir la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Et aussi, ça permet aussi d'identifier et traiter les risques et les opportunités, parce que le contexte et les besoins du parti intéressé, elle permet de définir quels sont les risques derrière, quelles sont les opportunités. Et là, on arrive au paragraphe 1 de chapitre 6. Et aussi, en se basant sur tout ça, ça nous permet de définir et identifier clairement quels sont les processus de notre entreprise. Et ça, toutes les exigences et les données nécessaires, on les trouve sur le chapitre 4 et spécialement sur le paragraphe 4.4. Alors, comment mettre en œuvre cette partie-là sur le chapitre ou répondre à cette exigence des enjeux parties intéressées et domaines d'application? Premièrement,
Donc, les enjeux internes et externes, il faut définir les enjeux internes et externes en lien avec la performance attendue du système de management, tels que l'identification à l'occasion de la construction de la stratégie, tout ça doit être formalisé. C'est-à-dire que quand on est dans une réunion de définition de la stratégie de l'entreprise et qu'est-ce qu'on veut comme vision par rapport à cette entreprise, il faut clairement définir ces enjeux, il faut les formaliser avec des descriptions claires et ces enjeux doivent être intégrés dans le domaine d'application du système de management qualité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les produits et services qui couvrent le système de management qualité doivent être précises. Donc, quand j'ai dit que j'ai une usine de production, je fais de la production, je sais pas, de la découpe, l'assemblage et ainsi de suite, je dois être claire, je dois décrire clairement ces points dans le système de domaine d'application par rapport à mon système de management de qualité. Le troisième point, quand il s'agit des différentes entités. Parfois, on est amené à des entreprises où il y a plusieurs entités dans l'organisation ou carrément il y a un groupe avec plusieurs sites ou des activités qui sont réalisées chez le client. Ou des activités qui sont localisées chez d'autres d'application. Un autre point qui est déjà dans la norme ISO 9001, c'est la non-applicabilité des exigences. Donc avant, sur la norme, plutôt, c'était l'exclusion. On dit que par rapport à notre système de management, cette partie-là, elle est exclue. N'est plus d'actualité par rapport à la norme actuelle, c'est qu'on peut parler de la non-applicabilité et non pas de l'exclusion. Et même si on parle de la non-applicabilité, il faut justifier pourquoi elle est non applicable. Par exemple, si je parle je sais pas, un développement et la conception le développement et conception produit, par exemple. Développement, conception produit. Je dis que le site, cette partie-là est non applicable dans notre domaine d'application de l'entreprise. Je dois justifier pourquoi. Soit le fait que l'usine, c'est une usine de manufacturing qui est attachée à un autre groupe qui assure la partie développement, ou carrément la partie développement produit, elle est assurée par le client et nous, on assure que l'industrialisation et ainsi de suite. Par contre, par rapport à l'IATF, tout ce qui est conception processus ne peut jamais être exclu ni non applicable. Donc, c'est tout obligatoirement la partie conception des processus, elle est intégrée dans le domaine d'application ou domaine d'application de l'entreprise par rapport à l'automobile. Et l'autre point qui est très important, c'est que c'est la mise à jour et le maintien de ce domaine d'application. Donc, systématiquement, tout domaine d'application du système de management qualité doit être disponible et tenu à jour sous la forme d'une information documentée. Donc ça, c'est par rapport à la partie enjeu, partie intéressée et domaine d'application. D'accord? Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est les exigences qu'on trouve aussi par rapport dans la norme ISO 9001. La spécificité par rapport à l'IATF dans cette partie-là, c'est dans la détermination de système d'application, c'est plutôt alors quand on parle des fonctions support. Donc l'IATF, il exige que toutes les fonctions support qui sont situées sur site ou séparées
Par exemple, un bureau d'études ou une conception dans le siège ou ainsi de suite, doivent entrer dans le domaine d'application du système de management de qualité. Donc, toute fonction, c'est ça la nouvelle notion par rapport à l'IETF, toute fonction support, soit sur site ou hors site, doit être mise dans le domaine d'application du système de management de qualité. La seule chose qui peut être non applicable sur le système de management, le domaine du système de management qualité par rapport à l'IETF, c'est la partie conception et développement produit. La seule chose. Le reste, soit la conception process doit être intégrée obligatoirement. D'accord? Clair. Et l'autre point qui est la nouveauté par rapport à l'IETF, et je reviens au CSR, c'est les exigences spécifiques des clients aux Customer Specification Requirements. Donc, tout à l'heure, il y avait une question sur ce point-là. Les exigences spécifiques du client doivent être déterminées et incluses dans le domaine d'application. Et là, ce qui est demandé carrément, c'est que le système d'application le domaine d'application du système de management de qualité de l'organisme. Donc, l'organisme, il est dans l'obligation d'analyser les Customer Specification Requirements et de les documenter et faire le lien entre chaque exigence client sur le document de Customer Specification Requirements avec les différents processus au niveau de l'entreprise. Donc, comme je disais, les Customer Specification Requirements, c'est des documents qui sont publiés sur la base de l'IETF. Et chaque constructeur, il met ce document dans l'IETF avec une mise à jour. Vous pouvez aussi les trouver sur les portails des clients. Et ces Customer Specification Requirements, ils décrivent clairement des exigences qui sont en relation avec la norme ou qui sont en relation avec des exigences organisationnelles ou autres. Et ne pas en relation avec des spécifications techniques du produit. Et chaque entreprise, il doit analyser ses Customer Specification Requirements et voir par rapport à leur système de management de qualité quels sont les domaines ou quelles sont les procédures ou les instructions qui répondent à ces exigences, avec une indication claire, avec le lien entre les différents processus dans l'entreprise et les Customer Specification Requirements. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre entre le Customer Specification Requirements, qui est une spécification en relationnel avec la norme et qui est mise sur la base, et les exigences clients techniques, type cahier de charge d'une pièce, un plan ou une caractéristique spéciale, soit sécuritaire, soit réglementaire, qui est sur le produit, et ainsi de suite. Donc, cette analyse, elle doit être faite, elle doit être intégrée dans le domaine d'application du système de management de qualité. Voilà. Donc ça, concernant les enjeux, parties intéressées et domaine d'application du CMQ avec la nouveauté de l'IETF par rapport à ISO 9001. Je passe à la partie approche par les risques. Et là, on va toucher le chapitre 8, 6, 6.1 et 6.3. Alors, l'approche par risque. L'approche par risque, donc, commençons par les risques opérationnels. Donc, les risques opérationnels, c'est des risques qui sont en relation avec le produit, le projet, tout ce qui est opérationnel. Et là, on parle du chapitre 8 et spécialement le paragraphe 8.1 et 8.7. En commençant par un besoin de marché ou un client ou une consultation. Et après, donc, il y a un projet à développer et à la fin, il y a un produit à livrer. Donc, il faut assurer la maîtrise des risques et la maîtrise des opportunités projets. Par exemple,
On fait des analyses projets en se basant sur, je sais pas, j'ai un nouveau produit que je dois développer ou produire. Je dois me baser sur le retour d'expérience, sur les incidents les plus anciens, sur les données techniques que j'ai, sur les connaissances et les spécifications pour faire une analyse pour réussir ce projet en tenant en considération et la partie spécifique technique et aussi les délais et les coûts et ainsi de suite. Ça, c'est les risques opérationnels. Après, donc, il y a la partie qui est le risque et opportunité organisationnelle. Donc, par rapport à cette partie-là, surtout on parle du chapitre 6, paragraphe 6.1 et le chapitre 4 et quelques parties sur le chapitre 9 et le chapitre 5. Là, quand on parle des risques et opportunités organisationnelles, c'est des exigences en tenant en considération les enjeux et les exigences des parties intéressées. Après, je fais des analyses ou des gestions des risques dans le système de management de qualité qui me permet de définir après les accroissements de l'efficacité des processus et du système de satisfaction des parties intéressées pertinentes et performances. Cette partie-là, c'est plutôt lié à tout ce qui est analyse de risque, par exemple, si je fais en se basant sur le contexte et en se basant sur les événements qui ont un impact direct sur le système de management qualité, en se basant sur les exigences et les besoins des parties intéressées, je fais un SWOT. Un SWOT, une analyse de processus ou une analyse sur la globalité de l'entreprise qui me permet de faire des classifications sur les risques, sur les opportunités et après de mettre en place un plan de progrès ou un plan d'amélioration, un plan de prévention de risques ou un plan d'action de prévention qui permet d'améliorer mes performances et aussi d'assurer la satisfaction de mes clients et la satisfaction des parties intéressées pertinentes. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Tout ce qui est opérationnel, il est en relation directe avec le produit. Tout ce qui est organisationnel, il est en relation avec l'organisation dans sa globalité en tenant en considération les enjeux et les besoins des parties intéressées. Alors, comment assurer la mise en œuvre de ces risques opérationnels? Commençons par les risques opérationnels. Premièrement, la maîtrise des risques opérationnels passe par une approche classique dans le domaine de l'automobile, c'est-à-dire soit avec une analyse formelle des besoins clients et un repérage des présences ou non des caractéristiques spéciales. Donc, une fois j'ai un projet ou j'ai un produit, donc systématiquement, je vérifie quels sont les besoins ou les exigences techniques de client, je fais une analyse de mon produit, je vérifie est-ce qu'il y a des caractéristiques spéciales. Et là, quand on parle des caractéristiques spéciales, c'est soit sécuritaire, soit réglementaire, soit des caractéristiques qui sont à hiérarchiser par le client. D'accord? La deuxième des choses, c'est la formalisation d'une analyse de risque projet vis-à-vis des éléments de conduite du projet, tels que les délais, les ressources et les coûts. Donc, systématiquement, j'ai un projet, le client, il me communique les jalons pour ce projet-là en disant que, je ne sais pas, le petit 1 sera dans cette date, le petit 2 dans cette date, avec un MA dans cette date. Moi, je dois faire mes analyses, soit par rapport à la réalisation du processus, soit par rapport à la disponibilité de ressources, soit par rapport au chiffrage du coût. Et je dis, est-ce qu'il y a des risques que je ne respecte pas, ces exigences clients par rapport aux jalons, ou des risques que je n'arrive pas à produire ce que les clients ils me demandent de faire. D'accord? L'adoption d'un fonctionnement en mode projet conforme aux exigences clients, et là c'est un point qui est clé, et d'ailleurs la norme IATF il exige l'utilisation des APQP ou carrément de respecter s'il y a une exigence client, par exemple comme Renault, le APQP pour la gestion de projet, ce qui permet une planification préalable qui va aider à éviter les différentes problématiques et qui permet de faire une analyse de risque préalable avec la mise en place des actions nécessaires pour réussir réussir les différentes phases de projet et réussir le démarrage de ce projet dans les délais demandés. L'autre point qui est en relation avec les risques qui sont produits au process, c'est l'utilisation de conception et développement d'outils comme l'AMDEC,
soit l'AMDEC produit, soit l'AMDEC process. L'autre point, c'est la formalisation d'une analyse des risques vis-à-vis des fournisseurs sélectionnés dans le cadre d'un projet. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes analyses et j'ai analysé quels sont les risques par rapport à mon projet, mais je ne dois pas oublier qu'il y a déjà un fournisseur rang 2 ou rang 1, rang 2 par rapport à mon client et rang 1 par rapport à moi, qui doit aussi respecter et faire une analyse de risque et éviter d'avoir des problèmes. Donc pour cela, pour minimiser ces risques, il y a la notion de la validation produit process conforme aux exigences clients en se basant sur les PPAP. Il y a l'analyse de l'impact des modifications qui peuvent aussi générer pas mal de problèmes. Et dans tous les cas, toutes ces activités prennent place dans les différents process et adressent dans le chapitre 8. Donc là, on est toujours dans tout ce qui est risque opérationnel et on voit clairement que c'est des outils qu'on utilise pour les personnes qui travaillent dans l'industrie automobile. C'est des outils qui sont utilisés en quotidien. Mais là, par rapport à la norme, donc la nouveauté, c'est que la norme, il mentionne cette partie-là et il décrit clairement ces différentes étapes pour la mise en œuvre pour ces analyses et cette notion de risque opérationnel. Alors, donc on a parlé de tout ce qui est risque opérationnel. Là, on passe au risque organisationnel. Donc, le risque organisationnel, quand on a dit, on les trouve sur le chapitre 6.1 et aussi sur le chapitre 4. Alors, c'est en relation avec tout ce qui est soit processus, soit usine ou analyse des besoins des parties intéressées et performance. Donc, l'IATF, dans ses compléments, exige un plan d'urgence, Donc, tout ce qui est analyse organisationnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment en tenant en considération la partie organisationnelle de l'entreprise, les enjeux, les besoins de la partie intéressée. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au risque organisationnel. La nouveauté aussi sur la norme IATF, c'est concernant le plan d'urgence. Donc tout à l'heure, on a dit que le plan d'urgence, c'est parmi les spécifications nouvelles sur la norme. Alors, le plan d'urgence, c'est pas nouvelle parce que normalement déjà sur les OTF, il y avait cette notion de plan d'urgence. Mais là, sur l'IATF, il y a plus d'exigences. Alors, l'exigence sur le plan d'urgence sur l'IATF. Donc, pour la livraison série, les exigences du plan d'urgence sont renforcées. Donc, un plan d'urgence. Il faut identifier les risques internes et externes sur les moyens, sur l'infrastructure pouvant compromettre la livraison. C'est-à-dire tout ce qui peut générer un risque pour livrer conformément au client, il doit être identifié dans le plan d'urgence. Et quand on parle de tout ce qu'il a, toutes les problèmes ou toutes les choses qui peuvent avoir un impact sur la conformité des livraisons, on parle soit des problèmes techniques, des problèmes des moyens, je sais pas, un incendie, une épidémie, tout à tenir en considération et à identifier sur ce plan d'urgence. D'accord? Après, donc, il faut identifier les actions d'urgence en lien avec le niveau de risque et les formaliser. C'est-à-dire que quand j'ai identifié ces risques, je dois mettre les actions en relation à ces risques. Et là, il y a deux choses. Il y a l'action d'urgence, c'est-à-dire que si cet événement ou ce problème, il existe, qu'est-ce que je dois faire comme un plan de réactivité immédiate pour éviter les dégâts derrière? Ça, c'est le premier point qui est demandé sur cette exigence. Le deuxième point, c'est quelles sont les actions de prévention à mettre en place pour éviter que ça arrive. Donc, il y a deux parties. La partie de prévention et la partie de réaction.
L'autre exigence, c'est qu'il faut toujours avoir sur ce plan d'urgence la notion client. À chaque fois que je liste ou je cite un risque interne ou externe, je dois mentionner clairement c'est quoi l'impact client. Et le dernier point ou la dernière exigence, c'est que l'IATF, il exige de tester régulièrement l'efficacité de ce plan d'urgence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir sur votre plan d'urgence une planification claire qui mentionne que, je ne sais pas, test d'évacuation annuel. Il est fait avec à cette date, avec un rapport clair, avec un plan d'action derrière. Et le prochain test d'évacuation sera fait à la date telle. Ça, c'est un exemple. Donc, cette notion de test, il faut l'appliquer, certes, ce n'est pas sur la totalité des risques identifiés, mais avec les risques où la réalisation de tests elle est faisable. Et bien sûr, la norme elle exige aussi une revue régulièrement de ce plan d'urgence, avec bien sûr un archivage des anciennes versions et des anciennes actions qui sont liées à ce plan d'urgence. C'est bon pour la partie risque? Oui, tout à fait clair. Pas de questions? Non. D'accord. Alors, on passe, je crois que je dois accélérer un peu. Bon, on passe à la partie leadership. Donc là, c'est par rapport à la partie leadership. Donc ça, c'est des points qui sont déjà sur la norme ISO 9001, tout ce qui est changement de titre de la responsabilité de direction au leadership, le nombre des exigences qui a passé de 5 à 10. La direction, elle doit assumer l'efficacité du système de management qualité, non pas seulement d'assister à la revue de direction, mais plutôt aussi les responsables de l'efficacité de la conformité et de la performance. Il y a un focus sur la partie performance dans ce chapitre-là et la notion de responsable, de représentant de la direction n'est plus d'actualité. قبل كنا كنشوفوا بأن systématiquement c'est le responsable qualité qui prend en charge cette partie-là, mais là c'est plutôt il faut l'implication directe de la direction générale. Aussi sur le chapitre 5, il y a la partie qui est concernant l'approche processus qu'il faut promouvoir et aussi l'approche par les risques. Donc, premièrement, il faut comprendre de manière approfondie l'approche processus et ses bénéfices, savoir expliquer l'intérêt de l'approche, avoir une vision claire des moyens et outils en place pour promouvoir le système de déploiement des objectifs stratégiques revus de processus. Et un point qui est très important, qui est la revue de direction, le moyen de communication et officialisation et valorisation et le support de rôle de propriétaire de processus. Donc, par rapport à ce chapitre-là, le rôle de propriétaire du processus, il est très important et chaque responsable de processus ou owner de processus, il doit avoir des connaissances et des savoir-faire spécifiques ou l'importance de processus, comment piloter son processus, quels sont les indicateurs de performance de son processus. Alors, je passe rapidement sur ça parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, donc, je passe à la nouvelle clause de l'IATF par rapport à ce chapitre-là. Donc, on parle de responsabilité d'entreprise. C'est une nouvelle notion sur l'IATF. Et par rapport à ça, il y a l'obligation d'avoir une ou des politiques qui incluent au minimum la politique anti-corruption, un code de conduite vis-à-vis des employés et une politique, une démarche d'alerte utilisable par les employés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, donc là, c'est vraiment la nouveauté sur l'IATF, c'est que l'IATF, il exige que chaque entreprise, d'accord, il doit avoir un système documenté qui assure la fidélisation de ses employés.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, avoir un code de travail ou un code de conduite qui est assez clair, affiché, com compréhensible par tout le monde. Et le dernier point qui est très important, c'est qu'il faut avoir une démarche d'alerte. C'est-à-dire que chaque employé dans l'entreprise, il doit avoir, il doit utiliser ou il peut utiliser un système, ce système d'alerte. Je dis n'importe quoi, un numéro de téléphone vert ou un email anonyme qui permet aux employés de réclamer ou alerter des problématiques dans l'entreprise, des problématiques en relation avec, je sais pas, des harcèlements, des abus. Donc, l'IATF, il exige d'avoir cette démarche d'alerte qui permette aux opérateurs de réclamer tout dysfonctionnement au niveau de l'entreprise avec une déclaration anonyme. Donc, c'est ça la vraie nouveauté par rapport à ce chapitre-là en IATF. Après, je passe rapidement au management du processus, chapitre 4.4.6.2. Donc, le chapitre 4.4 reprend les grandes exigences de l'ISO-TES en renforçant certains points. Donc, la détermination des éléments d'entrée et des sorties du processus, l'attribution des rôles et responsables pour management du processus, la prise en compte des risques et opportunités vis-à-vis des enjeux externes et internes et les exigences des parties intéressées. Alors, je reviens à la notion de efficace et efficience. Efficacité et efficience. Donc, c'est ça la notion, la nouvelle notion par rapport aux différents processus sur la norme IATF, c'est que donc la direction doit passer en revue les processus de réalisation et support afin d'évaluer et d'améliorer l'efficacité et l'efficience. Carrément, donc là, sur l'IATF, et si on part sur le chapitre 9 par rapport à la revue de direction, il est écrit clairement sur les données d'entrée que, donc les données d'entrée, c'est bien sûr le résultat des différents processus, et il doit, sur la revue de direction, il faut avoir une indication claire des KPI d'efficience et d'efficacité. Qu'est-ce qu'on veut dire par des KPI d'efficience et d'efficacité? Donc, je vous donne un exemple. Je crois que l'exemple il va clarifier cette notion-là. Si je prends par exemple la direction ou carrément le département qualité, donc par rapport à la partie qualité dans l'entreprise, donc il y a bien sûr il y a des KPI qu'il faut suivre, entre autres des KPI de satisfaction client, nombre d'incidents ou ranking ou EPB client ou quoi que ce soit. Donc là, c'est des indicateurs d'efficacité. Et je prends par exemple comme indicateur d'efficience, c'est le coût de non-qualité. Je ne sais pas, est-ce que l'exemple, ça vous donne déjà une idée sur cette Un petit notion peu, efficacité et efficience. oui. D'accord? Donc, c'est ça le point. Donc, pour chaque processus, elle doit définir quels sont ces indicateurs d'efficacité et quels sont les indicateurs d'efficience. Et ces données-là, elles sont des données d'entrée pour la revue de direction. L'autre point par rapport aux l'exigence concernant les propriétaires de processus. Donc, la direction doit identifier des propriétaires du processus responsables du management de processus et des sorties associées. Le propriétaire doit comprendre leur rôle et ils doivent être compétents pour le réaliser. Après, donc, on parle de tout ce qui est déploiement des objectifs au sein de processus, les objectifs pertinents et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont déjà sur la norme ISO 9001. Alors, la notion de, je passe à la notion de sécurité de produit. Et c'est là où on va trouver la notion des caractéristiques spéciales. Donc,